livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey au micro de Canal M qui produit l'émission Des livres plein les oreilles qui ne se consacre, vous le savez maintenant depuis 10 ans qu'elle existe, cette émission qu'aux livres audio. Je vous l'avais annoncé il y a quelques mois, le voici, ce spécial Laurent Godet, auteur français dont j'affectionne l'écriture, la prise de risque dans les sujets qu'il aborde et puis surtout sa grande humanité. Un jour, en guise de dédicace, il a écrit ces mots dans un livre à mon attention et que les mots puissent nous réconcilier avec le monde. Ça, c'est du grand Godet tout craché. On va l'entendre s'exprimer dans cette première demi-heure qui lui est consacrée et j'ai demandé à Gérald de Cousineau de lire le livre Eldorado, ou plutôt de l'écouter. Livre qui est sans aucun doute celui qui m'aura, parmi tous les livres de Godet, bouleversé le plus. Et nous finirons l'émission avec non pas des nouveautés, mais des livres récemment parus en audio et qui m'avaient échappé. Mais pour le moment, on va entrer de plein pied dans l'univers de Laurent Godet. Alors, qui est Laurent Godet ? Il est né à Paris le 6 juillet 1972. Il a suivi des études à l'école alsacienne. Ensuite, il a fait une maîtrise de lettres à l'université Paris 3. Il a écrit son premier roman qui s'appelle Cri, au pluriel, en 2001 et qui parle d'une dizaine d'hommes engagés sur la ligne de front pendant la Première Guerre mondiale. Dans sa carrière, il a été récompensé par de nombreux prix. Il a reçu notamment le prix Goncourt des lycéens en 2002 avec le roman Cri. Ensuite, il y a eu l'œuvre La mort du roi de Songor qui lui a rapporté le prix des libraires en 2003 et ce n'est pas rien, ensuite, il a reçu le prix Goncourt et le prix Jean Giono en 2004 avec Le soleil de Scorta. Où trouve-t-il le déclic d'écriture d'un nouveau livre ? Je vous propose qu'on écoute Laurent Godet. Dans la contemplation, essentiellement, dans la contemplation du monde tel qu'il est, tel qu'il va, dans les lectures, dans les voyages, dans tout ce... Il y a des tas de phases, alors ça va être un peu... Mais c'est vrai qu'il y a toute une première période, je pense que, de prise de notes, de recherche de documents, de mettre une idée de côté, trouver le nom du personnage, commencer à le construire tout doucement. Ça, c'est une période que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas... qu'on ne peut pas définir dans le temps, parce que ça peut se passer sur une période très longue, ça peut se passer au supermarché, au rayon yaourt. Pour finir sur les périodes, le moment que j'aime le plus, c'est le moment de la rédaction du premier jet. C'est un moment qui, en ce qui me concerne, jusqu'à présent a toujours été assez court et assez dense. Alors là, pour le coup, c'est une régularité dans le travail et aller jusqu'au bout de l'architecture qu'on s'est construite. Parce qu'après, c'est moins rigolo. Après, c'est plus long. Après, c'est couper, coller, relire une deuxième fois, une troisième. Oui, j'aime beaucoup le travail avec l'éditeur. Je le mets à une très haute place. Je crois que les auteurs qui amènent un manuscrit chez un éditeur en disant voilà, c'est fini, tu le prends ou tu le prends pas, mais ça ne bougera pas, sont dans l'erreur. Il y a la place au moment où on croit avoir fini à tout un deuxième travail. Oui, intéressant. Laurent Godet, avez-vous remarqué cette voix si douce qu'il a? Une voix extrêmement douce et une écriture extrêmement forte. On va commencer par le livre La mort du roi de Songor, qui est sûrement le premier qui a été enregistré en audio. Il dit aussi, Laurent Godet, l'inspiration est un phénomène assez mystérieux. Souvent, je ne sais pas pourquoi. La mort du roi de Songor, par exemple... Là, il a dit, à un moment donné, il a imaginé ces mots-là, la mort du roi de Songor. C'est la seule chose qu'il avait, son titre. Il a dit, tiens, faut que j'écrive un livre qui va porter ce titre-là. Et à ce moment-là, il n'avait aucune idée de quoi il allait parler. C'est ça, il fallait inventer qui était Songor, pourquoi il meurt, comment il meurt. Ces déclics, dit Laurent Godet, sont mystérieux et heureusement qu'on ne connaît pas les sources de l'inspiration. Il reste encore un peu de mystère dans ce métier. Dans l'univers de ce vieux Tsongor, roi de Massaba, nous sommes dans une antiquité imaginaire. Il est souverain d'un empire immense. Il s'apprête à marier sa fille, mais au jour des fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre éclate. C'est Troie qui est assiégée. C'est Thèbes qui est livrée à la haine. Extrait de La mort du roi de Songor de Laurent Godet.
D'ordinaire, Catabolonga était le premier à se lever dans le palais. Il arpentait les couloirs vides, tandis qu'au dehors la nuit pesait encore de tout son poids sur les collines. Pas un bruit n'accompagnait sa marche. Il avançait sans croiser personne, de sa chambre à la salle du tabouret d'or. Sa silhouette était celle d'un être vaporeux qui glissait le long des murs. C'était ainsi. Il s'acquittait de sa tâche en silence avant que le jour ne se lève. Mais ce matin-là, il n'était pas seul. Ce matin-là, une agitation fiévreuse régnait dans les couloirs. Des dizaines et des dizaines d'ouvriers et de porteurs allaient et venaient avec précaution, parlant à voix basse, pour ne réveiller personne. C'était comme un grand navire de contrebandier qui déchargeait sa cargaison dans le secret de la nuit. Tout le monde s'affairait en silence. Au palais de Massaba, il n'y avait pas eu de nuit. Le travail n'avait pas cessé. Depuis plusieurs semaines, Massaba était devenu le cœur anxieux d'une activité de fourmis. Le roi de Sangor allait marier sa fille avec le prince des terres du sel. Des caravanes entières venaient des contrées les plus éloignées pour apporter épices, bétail et tissus. Des architectes avaient été diligentés pour élargir la grande place qui s'étendait devant la porte du palais. Chaque fontaine avait été décorée. De longues colonnes marchandes venaient apporter des sacs innombrables de fleurs. Massaba vivait à un rythme qu'elle n'avait jamais connu. Au fil des jours, sa population avait grossi. Des milliers de tentes maintenant se tenaient serrées le long des remparts, dessinant d'immenses faubourgs de tissus multicolores, où se mêlait le cri des enfants qui jouaient dans le sable et les braiements du bétail. Des nomades étaient venus de loin pour être présents ce jour. Il en arrivait de partout. Ils venaient voir Massaba. Ils venaient assister aux noces de Samilia, la fille du roi de Sangor. Depuis des semaines, chaque habitant de Massaba, chaque nomade, avait déposé sur la place principale son offrande à la future mariée. C'était un gigantesque amas de fleurs, d'amulettes, de sacs de céréales et de jarres de vin. C'était une montagne de tissus et de statues sacrées, chacun voulant offrir à la fille du roi de Sangor un gage d'admiration et une prière de bénédiction. Or, en cette nuit-là, les serviteurs du palais avaient été chargés de vider la place de toutes ces offrandes. Il ne devait plus rien rester. Le vieux roi de Massaba voulait que l'esplanade soit décorée et resplendissante, que tout son parvis soit jonché de roses, que sa garde d'honneur y prenne place en habit d'apparat. Le prince Kwam allait envoyer ses ambassadeurs pour déposer aux pieds du roi les présents qu'il offrait. C'était le début de la cérémonie nuptiale, la journée des présents. Tout devait être prêt. Et quand c'est Pierre-François Garel qui lit, on a toujours envie d'en entendre plus et plus et plus encore. La mort du roi Tsongor de Laurent Godet, à qui je rends hommage aujourd'hui en ce début d'émission des livres plein les oreilles. On va changer complètement de genre. On va quitter, parce que c'est ce qui fait le charme de Laurent Godet, on va quitter cette antiquité imaginaire pour se rendre à la Nouvelle-Orléans. Souvenez-vous, il y a quelques années, cet ouragan qui avait été dévastateur, qui s'appelait Catherine dans mes souvenirs, ou Katrina, en tout cas, j'ai un petit doute, mais peu importe. On se souvient des images et c'était vraiment navrant de voir cette population complètement inondée, ces maisons arrachées, une horreur totale. Eh bien, c'est ce qui compose, c'est ce qui fait la base, la fondation, cette terrible tempête, à ce livre qu'il a appelé Ouragan.
Nous sommes avec ceux qui n'ont pas pu partir et qui ont subi la fureur du ciel. La nature s'est déchaînée, la nature... On se demandait même comment il a pu rester du monde debout et des maisons debout et même des personnes vivantes. C'était vraiment effrayant. Et il s'est posé la question, que reste-t-il d'un homme au milieu du chaos quand tout repère social ou moral s'est dissous dans la peur ? Seul dans sa voiture, qui nu et roule vers les quartiers dévastés au cœur de la tourmente, en quête de Rose qu'il a laissée derrière lui 6 ans plus tôt et qu'il doit retrouver pour peut-être donner un sens à son existence. Ouragan mêle la gravité de la tragédie à la douceur bienfaisante de la fable pour exalter la fidélité et l'émouvante beauté de ceux qui restent debout. Tout le monde fuit sauf Joséphine, un personnage unique dont nous parle Laurent Godet, et ce sera suivi d'un extrait du livre Ouragan. C'est une vieille femme qui a probablement 100 ans, un peu plus, un peu moins, on ne sait pas très bien. Elle dit elle-même qu'elle a 100 ans, noire, et qui a toujours été là et sera toujours là, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle est vraiment de la Louisiane. Elle en a accompagné l'histoire, c'est-à-dire qu'elle est chargée de cette rage-là, parce qu'elle a traversé tous les combats pour les droits civiques, les bus où les Noirs n'avaient pas le droit de monter, elle a connu, le racisme quotidien, elle a connu, elle s'est battue contre ça, les ouragans, elle a connu un certain nombre. Donc elle est forte de toute cette mémoire-là qu'elle porte avec elle dans tout le livre. J'avais envie d'une voix combative, parce que c'est un livre sur le cataclysme naturel, c'est un livre sur la détresse, sur la tragédie provoquée par ce cataclysme-là, mais j'avais pas envie d'un livre accablant, j'avais pas envie d'un livre où tous les personnages sont totalement détruits et dévastés, et donc je me suis dit très tôt, il faut que les personnages soient fermes, au sens dur, et donc c'est d'abord une voix, j'avais envie d'une voix batailleuse et vraiment solide, quoi. Donc, et puis c'est une photo aussi, honnêtement. J'ai une photo sur mon bureau de cette Joséphine-là que j'ai pris dans les journaux de l'époque, où on voit une très 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 vieille dame, ridée, noire, avec les cheveux blancs, qui s'est effectivement, je ne l'ai pas inventé, donc entourée du drapeau américain et qui est probablement dans un centre provisoire pour les réfugiés de la Nouvelle-Orléans. Et elle a une tenue et une beauté qui sont extrêmement frappants. Moi, Joséphine Ling Stilson, négresse depuis presque 100 ans, j'ai ouvert la fenêtre ce matin, à l'heure où les autres dorment encore. J'ai humé l'air et j'ai dit « ça sent la chienne ». Dieu sait que j'en ai vu des petites et des vicieuses, mais celle-là, j'ai dit, elle dépasse toutes les autres. C'est une sacrée garce qui vient, et les bayous vont bientôt se mettre à clapoter comme des flaques d'eau à l'approche du train. C'était bien avant qu'ils n'en parlent à la télévision, bien avant que les culs blancs ne s'agitent et ne nous disent à nous, vieilles négresses fatiguées, comment nous devions agir. Alors j'ai fait une vilaine moue avec ma bouche fripée de ne plus avoir embrassé personne depuis longtemps. J'ai regretté que Marley m'ait laissé veuve, sans quoi je lui aurais dit de nous servir 2 verres de liqueur, tout le matin que nous soyons, pour profiter de nos derniers instants avant qu'elle ne soit sur nous. J'ai pensé à mes enfants, morts avant moi, et je me suis demandé, comme 1000 fois auparavant, pourquoi le Seigneur ne se lassait pas de me voir traîner ainsi ma carcasse d'un matin à l'autre. J'ai fermé les 2 derniers boutons de ma robe et j'ai commencé ma journée, semblable à toutes les autres. Je suis descendu de ma chambre avec lenteur, parce que mes foutues jambes sont aussi raides que du vieux bois. Je suis sorti sur le perron et j'ai marché jusqu'à l'arrêt du bus. Moi, Joséphine Ling Stilson, négresse depuis presque 100 ans, je prends le bus tous les matins et il faudrait une fièvre des marais, une de celles qui vous tordent le ventre et vous font suer jusque dans les plis des fesses pour m'empêcher de le faire.
Je monte d'abord dans celui qui va jusqu'à Canal Street, le bus miteux qui traverse le Lower Ninth Ward, ce quartier où nous nous entassons depuis tant d'années dans des maisons construites avec 4 planches de bois. Je monte dans ce bus de rouille et de misère parce que c'est le seul qui prenne les nègres que nous sommes, aux mains usées et aux regards fatigués, pour les emmener au centre-ville. Je monte dans ce bus, dont la boîte de vitesse fait un bruit de casserole, mais j'en descends le plus vite possible, 6 stations plus loin. Je pourrais aller jusqu'à Canal Street, mais je ne veux pas traverser les beaux quartiers dans ce taudis-là. Je descends dès que les petites baraques du Lower Ninth laissent place aux maisons à 2 étages du centre, avec balcon et jardin. Je m'arrête et j'attends l'autre bus, celui des Rupins. C'est pour être dans celui-là que je me lève le matin. C'est dans celui-là que je veux faire le tour de la ville, un bus de blanc qui me dévisage quand je monte, parce qu'il voit tout de suite que je suis du Lower Ninth. C'est celui-là que je veux, et si je me lève si tôt, c'est que je veux qu'il soit bondé, parce que lorsque je monte, cela me plaît d'avoir devant moi, en une double rangée un peu blafarde, tous ceux qui vont s'épuiser au travail. Je m'assois. Et je le fais toujours avec un sourire d'aise, n'en déplaise aux jeunes qui me regardent en se demandant quel besoin a une vieille carne dans mon genre de prendre le bus si tôt, encore qu'il n'en soit pas tant que ça à se demander ce genre de choses, car la plupart s'en foutent, comme ils se foutent de tout. Je le fais parce que j'ai gagné le droit de le faire et que je veux mourir en ayant passé plus de jours à l'avant des bus qu'à l'arrière, tête basse, comme un animal honteux. Je le fais. Et c'est encore meilleur lorsque je tombe sur des vieux blancs. Alors là, oui, je prends tout mon temps, car je sais que même s'ils font mine de rien, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'il fut un temps pas si lointain, où mon odeur de négresse ne pouvait pas les importuner si tôt le matin, et j'y pense moi aussi. C'est bien que nous sommes unis d'une pensée commune, même si chacun fait bien attention de ne rien laisser paraître. Nous sommes unis, ou plutôt face à face. Et je gagne, chaque fois. Je m'assois le plus près de là où ils sont, en posant mes fesses sur un morceau de leur veste, si possible, pour qu'ils soient obligés de tirer dessus. Formidable. Il incarne cette vieille femme, là, cette vieille Joséphine. C'est tellement brillant comme lecture. C'est encore une fois la voix de Pierre-François Garel, lisant Ouragan de Laurent Godet. Je suis en train de lire en ce moment, avec les yeux cette fois-ci. J'ai pas toujours accès à tous les livres audio dont je vous parle, et sinon je me ruinerais pas mal. Tout mon salaire y passerait. Et puis bon, ben voilà quoi, il y a des maisons d'édition qui ne m'en fournissent pas. Et je ne leur en veux pas, je peux comprendre. Alors, je suis en train de lire Chien 51 de Laurent Godet, cette fois-ci lu par Jacques Bonafé. Hop, encore une fois, changement de décor. On est avec Zem Sparak, qui fut dans sa Grèce natale un étudiant engagé, un militant de la liberté. Mais le pays, en faillite, a fini par être vendu au plus offrant. Oui, oui, vendu. La Grèce a été vendue dans l'imaginaire de Laurent Godet. Et dans le sang de la répression massive qui s'est abattue sur le peuple révolté, le fameux Zem Sparak, fidèle à la promesse de toujours faire passer la vie avant la politique, a trahi. Au prix de sa honte et d'un adieu à sa nation, il s'est engagé comme supplétif à la sécurité dans la mégalopole du futur. Donc là, on est complètement dans la science-fiction. Désormais, ce Sparak, il y a un chien, c'est-à-dire un flic, et il opère dans la zone 3, la plus misérable, la plus polluée de cette cité, qui est régie par Goldtex, fleuron d'un post-libéralisme hyper connecté et coercitif. Mais au détour d'une enquête, le passé va venir à sa rencontre. Ça, c'est la description qu'on nous donne de ce livre que je suis en train de lire, je vous le rappelle, et qui, lui aussi, merci Telem, est disponible en audio, mais je vais laisser Laurent Godet vous en parler un peu plus de Chien 51. Au tout début de l'idée de Chien 51, il y a la Grèce. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé le roman sans la Grèce. Il y avait cette idée de prendre comme point de départ chronologique, effectivement, la crise de la dette grecque, parce que c'est une référence que
tout le monde connaît, on sait que ça a eu lieu, et de loger au sein de cette crise la petite distorsion qui va nous emmener vers la dystopie. C'est-à-dire que, pour le dire plus simplement, ça ne s'est pas passé comme dans la réalité, puisque dans le livre, on a été jusqu'au bout de la faillite, et que la Grèce n'a pas trouvé d'autre solution que de se laisser racheter, enfin qu'il y ait une énorme société, comme on en connaît beaucoup, qui dit moi je peux la racheter et donc je vais la racheter. Rien que le mot, dès qu'on prononce Grèce, alors on peut penser d'être grec, mais c'est pas la première chose à laquelle on pense. La première chose à laquelle on pense, c'est des paysages méditerranéens, c'est ces 3 colonnes de marbre avec 2-3 chèvres, c'est la démocratie, Athènes, notre culture en fait. Donc effectivement, c'était pour moi comme si un monde en chassait un autre. C'est-à-dire le monde de Goltex arrive, il n'est plus question du monde qui est encore le nôtre, j'espère pour longtemps, celui de civilisations successives dont nous sommes les héritiers. Là, ça change. Tout était lent et pénible. La foule était exaspérée par sa propre impuissance. Il fallait supporter cette attente qui, au mieux, n'amènerait qu'au triste contentement d'avoir gagné quelques dizaines de mètres et, au pire, vous excitait les nerfs. Lui, comme les autres, s'était levé pour partir, mais à la différence de toutes ces familles apeurées, il avait un badge et un brassard qui lui permettaient de passer les barrages, de doubler les files immobiles. On l'enviait pour cela. Il le sentait dans le regard que les femmes épuisées lui lançaient. Sur le port du Pirée, 2 paquebots s'apprêtaient à quitter Athènes. C'étaient des bêtes immenses, mais qui semblaient bien petites au vu de ces milliers de candidats qui espéraient monter à bord. L'embarquement avait commencé. Tous avançaient vers la passerelle avec une lenteur inventée par un bourreau méthodique. Il fallait montrer ses papiers, renoncer aux objets trop volumineux qu'on avait espéré pouvoir emporter. C'était chaque fois des cris, des protestations, des tentatives vaines de convaincre. Il regardait cette humanité défaite et se sentait honteux de la quitter. Le navire militaire qui était à quai, plus petit que les 2 autres, semblait l'attendre. Personne ne s'en approchait. Il était protégé par des soldats qui tenaient à distance les candidats à l'exil. C'est là qu'il allait d'un pas rapide. 2 jours plus tôt, il avait reçu son ordre d'évacuation personnelle. Il avait fallu essayer de faire tenir dans sa petite valise tous les objets de son quotidien. Il n'avait dit au revoir à personne. Ses parents étaient morts quelques années plus tôt, et pour la première fois il en fut heureux, car il pensa à la tristesse qui les aurait saisis s'il leur avait été donné de voir ce naufrage. Le bateau finissait de faire le plein. Il monta à bord et s'installa sur le pont pour observer le plus longtemps possible ce pays qu'il quittait. Cela aurait dû durer des heures encore, le temps que l'équipage termine les dernières vérifications. Mais soudain, un bruit fracassant déchira ses oreilles. Il sentit un souffle chaud sur son visage et dut s'accrocher à la rambarde pour ne pas tomber à terre. Une explosion venait de souffler, en une fraction de seconde, toutes ses vies, toutes ses valises, ses familles encombrées. Elle avait même percé la coque du paquebot d'à côté. De là où il était, il vit la foule refluer vers les hangars. C'était la panique. Plus rien n'existait de la calme lenteur qui régnait encore l'instant d'avant. Des corps tombaient, d'autres les piétinaient sans même s'en rendre compte. Des mains lâchaient des enfants, des familles se retrouvaient séparées, et puis, quelques minutes plus tard, du côté des hangars, à l'endroit où tout le monde accourait pour s'éloigner le plus possible du lieu frappé par la mort, une seconde bombe explosa, tuant ceux qui croyaient s'être sauvés. C'était imparable et monstrueux. Tout saignait, tout gémissait. Plus personne ne savait vers où fuir. Lui était tétanisé. Il ne pouvait plus quitter des yeux ce spectacle horrible. Il savait qu'il faudrait des heures pour retrouver les victimes et les compter. Des heures pour évacuer la zone et organiser le secours des blessés. Des heures pour ramasser les corps en miettes. Il était abasourdi, impuissant devant le carnage, avec sous les yeux cette foule indistincte qui venait de perdre tout espoir. Il pensa immédiatement au groupuscule Tiyimas. C'était probablement lui qui venait de frapper. Cela faisait des semaines qu'il menaçait de s'en prendre aux civils. Il avait prévenu qu'il ciblerait les gares et les ports pour empêcher les départs. Tout allait devenir laid. La Grèce allait être brûlée, écrasée. Elle allait se dévorer elle-même. Il était là, lui, accablé par ce spectacle d'horreur, inutile,
Parce que loin, déjà si loin, séparé du drame par les bastingages, par la hauteur du bâtiment et par le fait que le capitaine avait ordonné de précipiter le départ et de larguer les amarres au plus vite. La lenteur avec laquelle le navire quitta le port contrastait avec la fureur qui régnait sur les quais. Il resta sur le pont, ne pouvant quitter des yeux, face à lui, la ville qui fumait, souffrait, criait. Un autre excellent narrateur pour ces mots portés par Laurent Godet, Chien 51, que vous trouverez sur papier, mais également en livre audio. Je regardais pendant l'extrait tout ce qu'a écrit Godet, parce qu'il est jeune encore, il est né en 72, bon, il a quoi, 55 ans, si je fais rapidement, non, 40, attendez, 69, moi je suis une littéraire, je suis pas une... Calcule, Mathieu, calcule, tu vas me le redire. Mais parmi tous les livres qu'il a écrits, il y en a un, c'est bien 55, non ? 52, voilà, 52 ans. Pouf, il a la vie devant lui encore, ce garçon. On a abordé ensemble la mort du roi de Songor. On a également parlé de Chien 51 ou encore d'Ouragan. Ouragan, c'était en 2010. Chien 51, c'était en 2022. Mais je n'oublie pas qu'il y a évidemment Le Soleil d'Escorta, qui a été enregistré en audio, mais comme Eldorado, le problème, c'est qu'il est pour le moment discontinué. Alors, il est possible cependant sûrement de l'entendre en audio via YouTube. Si vous faites sur YouTube Le Soleil d'Escorta, vous allez entendre au moins de larges extraits. C'est la même chose avec Eldorado, dont va nous parler notre ami Gérald Cousineau dans la seconde partie de l'émission Des livres plein les oreilles. Sinon, il y a Salina, les trois exils. Ça, c'est un livre dont j'ai parlé au moins 2 fois à l'émission avec extrait et qui nous transporte en Afrique. Il y a Terrasse, ou Notre long baiser si souvent retardé, dont j'ai parlé il y a quelques mois, qui a été présenté dans le cadre du Festival international de la littérature. Ça vaut le coup qu'on y revienne en seconde partie. Et puis, il y a La porte des enfers. Et puis, il y a Danser les ombres, Écouter nos défaites. Et puis, il y a le théâtre. Et puis, il y a les nouvelles. Et puis il y a l'opéra. Et c'est vraiment incroyable à quel rythme il écrit ce bonhomme-là. On parle toujours, c'est une espèce d'Amélie Nothomb finalement au masculin. Voilà, Laurent Godet, dont on va continuer de parler en seconde partie à l'émission, notamment avec Gérald Cousineau. Seconde partie de l'émission Des livres plein les oreilles. On va rester dans l'univers de Laurent Godet en touchant avec Eldorado à son livre, je pense, le plus humaniste qui soit. Et j'ai demandé à Gérald Cousineau de l'écouter pour nous. Bonjour Gérald. Bonjour Clotilde. Alors, écoutez, je parle de Laurent Godet depuis 28 minutes parce qu'il a fait l'objet de toute la première partie de mon émission. C'est un espèce d'hommage que je rends à ce bonhomme de 52 ans dont j'aime tant l'écriture. Et je vous ai demandé à vous d'écouter Eldorado, qui est certainement le livre que j'ai le plus lu dans ma vie, mais aussi le plus offert et le plus acheté, parce qu'à chaque fois que je l'offre, j'oublie à qui et je le rachète. Est-ce que ça vous fait le même effet, Eldorado? L'avez-vous aimé? Pour les besoins de cette chronique, j'ai réécouté Eldorado parce que je l'avais déjà écouté. Le livre a paru en 2006. Oui. Je l'ai réécouté 2 fois et avec un égal bonheur. Ah, voilà. C'est vraiment un roman formidable que ce roman qu'il a écrit d'ailleurs 2 ans après avoir gagné le prix Goncourt avec Le Soleil d'Escorta. Ouais. Et encore là, nous sommes dans le sud de l'Italie. Donc, un roman que j'ai beaucoup aimé, mais un roman qui, par bout, est choquant, évidemment, parce qu'il traite d'une réalité contemporaine qui, malheureusement, sévit encore, soit les immigrants clandestins qui se dirigent d'Afrique du Nord en Italie et qui tentent de joindre l'île de Lampedusa. Bon. Donc voilà, grosso modo, c'est l'Eldorado. L'Eldorado, vous savez, c'est cette contrée mythique là, où l'or coulerait à flot, etc. On ne sait pas trop si ça existait, mais enfin. Ici, l'Eldorado, c'est l'Europe. L'Europe est vraiment l'Eldorado européen.
Alors, nous avons d'abord un personnage, commandant de frégate, qui s'appelle Salvatore Pirazzi. Lui, ça fait 3 ans, avec sa frégate, le Zefiro, qu'il se promène le long des côtes italiennes. Il est logé, en fait, son port d'attache, c'est Catane, en Sicile. Et lui, il surveille, bien sûr, les embarcations de clandestins qui essaient de se rendre à Lampedusa. Et plus ça va aller, plus il prend conscience du métier qu'il pratique et plus il est désabusé. Alors, je l'ai dit, ça fait longtemps qu'il est officier de marine, mais ça fait 3 ans qu'il se promène comme ça dans sa frégate et qu'il intercepte littéralement les barques, les embarcations de fortune des immigrants clandestins. Et ces immigrants-là sont amenés à Lampedusa, enfermés et généralement renvoyés en Afrique du Nord. Donc, tout ça pour rien. Ils font tout ça pour rien. Donc, ce Pirazzi va prendre conscience que non, c'est peut-être pas ce qu'il veut faire encore bien longtemps. Un jour, il rencontre une dame dans les rues de Catane, c'est en Sicile, c'est son port d'attache, une dame qu'il avait déjà sauvée quelques années auparavant. Il avait sauvé d'une embarcation. Donc, cette dame-là lui demande, je raconte parce que c'est une anecdote qui va avoir une répercussion importante. Vous avez tellement raison. Ça lui demande un revolver. Ah bon? Pourquoi faire? Parce qu'elle veut retrouver l'homme qu'elle estime responsable de la mort de son bébé en mer. Il faut dire que quand elle est arrivée à Lampedusa, dans un bateau de fortune, quand certains passagers mouraient, on les jetait par-dessus bord. Et son bébé a été jeté comme ça par-dessus bord, et ça, elle ne l'a jamais évidemment accepté. Et elle demande un revolver que le commandant finit par lui remettre, et elle s'en va. Donc, elle s'en retourne, on suppose, en Afrique du Nord. Alors, Pirazzi, donc, prend conscience de ça, et plus ça va aller, plus il va s'interroger, et parallèlement à ça, parce que le roman alterne entre ce qui arrive à Pirazzi et ce qui arrive à 2 frères soudanais qui s'appellent Soleiman et Jamal. Eux quittent le Soudan. Jamal, on va l'apprendre très vite, est très malade, et il a, de toute évidence, le sida. Donc, ils vont traverser tous les deux la frontière libyenne grâce à un guide. Et là, Jamal apprend à son frère Soleiman qu'il ne ira pas plus loin. Pourquoi? Parce que justement, il est très malade et qu'il ne pense pas se rendre jusqu'à la mer et après jusqu'en Europe. Donc, Soleiman finit évidemment par partir tout seul. Ça le déchire. Et là, on a droit à une scène très émouvante entre les 2 frères. C'est la séparation. Soleiman, donc, poursuit son chemin, et là, il va lui arriver toutes sortes de choses plus ou moins horribles. Bien sûr, les passeurs font la loi. Il va finir par devenir l'ami d'un Malien, qui, lui, incroyable mais vrai, poursuit depuis 7 ans son chemin vers la Méditerranée. Ça fait 7 ans qu'il essaie de joindre la Méditerranée. Donc, il s'appelle Boubacar. On l'appelle le boiteux. Donc, il boite. Et ils vont devenir amis. Ils vont essayer, non plus de traverser la Libye, parce que je vous rappelle qu'en 2005, l'Italie signe une entente avec la Libye, comme quoi la Libye va retenir chez elle les Nord-Africains intéressés à traverser l'océan. Donc, la Libye, ça devient comme une sorte de prison à ciel ouvert, et on sait qu'encore aujourd'hui, c'est pas Jojo ce qui se passe là-bas. Donc, Soleiman et Boubacar vont plutôt se tourner vers le Maroc. Ils vont essayer de joindre le Maroc. Or, au Maroc, il y a tout près une petite enclave espagnole qui s'appelle Ceuta, C-E-U-T-A, et après ça serait vraiment une porte d'accès à l'Europe. Mais que ce sera difficile, Ils vont être vidés, on va leur voler tout leur argent, on va même les blesser, tout ça. Donc c'est vraiment... Ah oui, c'est un chemin de croix terrible pour arriver à leur fin. Là. Oui, absolument. Mais comment c'est écrit, hein? J'aimerais qu'on parle de... Parce que je disais, ce type-là, on l'a entendu à plusieurs reprises. On va l'entendre d'ailleurs parler un petit peu de Eldorado au début de l'extrait. On va en reparler, mais c'est un type dont la voix est d'une douceur incroyable. Et c'est un humaniste. Hein. Il est très intéressé par tous ces sujets-là. Bon, puisque j'en parle de l'extrait, parlons-en et écoutons-le. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de vous et des auditeurs, et je vais vous dire pourquoi. Je me suis aperçue en préparant l'émission au dernier moment que le Eldorado, qui a été enregistré par Telem, si mes souvenirs sont bons, est complètement discontinué.
Bon, dans sa version commerciale. Par contre, puis vous l'avez entendue en version audio, donc elle est toujours accessible pour les personnes malvoyantes ou carrément aveugles, comme vous l'êtes maintenant, cher ami Gérald. Alors ça, je voulais le préciser. L'extrait que j'ai trouvé, vous allez voir, il est pas Jojo, mais je voulais quand même vous en faire entendre un petit bout, parce qu'on peut le trouver sur YouTube. Mais la lecture qu'on en fait, c'est vraiment pas bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais alors, donc, je suis mortifiée de devoir vous proposer ça. Mais pour la première fois, moi qui consacre cette émission-là au livre audio, j'ai envie de dire aux gens, si vous êtes capable de lire avec vos yeux, allez vous chercher ce bouquin. Oui. Allez vous chercher ce bouquin. Et on écoute Laurent Godet nous dire quelques mots sur Eldorado. Ce sera suivi par l'extrait en question. Ce que j'aime beaucoup avec ce mot-là, c'est pour ça que je voulais qu'il soit en titre, c'est qu'il est extrêmement ambigu. À partir du moment où on le prononce, on sait que c'est faux. On sait très bien que l'Eldorado n'existe pas, et pourtant le mot existe, et pourtant on a besoin parfois de caresser cette notion-là en esprit. Et j'aime bien cette idée qu'on ait besoin de ce petit rêve tout en sachant que c'est une fiction. Je regarde mon frère qui contemple les orangers, fouillis des voitures, la foule des passants. Je sais ce qu'il pense. Il boit son thé sans quitter des yeux cette place qu'il ne verra plus. Il essaye de tout enregistrer. Oui, je sais ce qu'il pense, et je fais comme lui, immobile. Je laisse les bruits et les odeurs m'envahir. Nous ne reviendrons plus jamais. Nous allons quitter les rues de notre vie. Nous n'achèterons plus rien, jamais, aux marchands de cette rue. Nous ne boirons plus de thé, ici. Ces visages, bientôt, se brouilleront et deviendront incertains dans notre mémoire. Je contemple mon frère qui regarde la place, le soleil qui se couche doucement. J'ai 25 ans. Le reste de ma vie va se dérouler dans un lieu dont je ne sais rien, que je ne connais pas et que je ne choisirai peut-être même pas. Nous allons laisser derrière nous la tombe de nos ancêtres. Nous allons laisser notre nom, ce beau nom qui fait que nous sommes ici des gens que l'on respecte. Parce que le quartier connaît l'histoire de notre famille. Il y a encore dans les rues ici des vieillards qui ont connu nos grands-parents. Nous laisserons ce nom ici, accroché aux branches des arbres, comme un vêtement d'enfant abandonné, que personne ne vient réclamer. Là où nous irons, nous ne serons rien, des pauvres, sans histoire, sans argent. Bon, c'est peut-être pas aussi catastrophique que dans mon souvenir, mais bon, au moins ça donne une petite idée. Et encore là, tout le monde peut trouver ça sur YouTube. Il est vrai d'écriture, Clotilde, oui. Il y a des images que j'ai bien aimées, par exemple, chose incroyable mais vraie, quand je cherche le nom du commandant que j'ai perdu. Oui, Piracci. Quand il décide de tout laisser tomber, il abandonne la frégate, etc., eh bien, il achète une barque, il s'en va où? Il met le cap sur la Libye, incroyable mais vrai. Et là, il y a une image très belle, il va quitter Catane la nuit, et Gautier écrit « Catane, derrière lui, ronflait comme un curé après un bon repas ». Ça m'a fait sourire, mais je me dis, voilà un des rares passages où le lecteur peut sourire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le roman. Et il parle de la mer, à un moment donné, il va dire, les hommes sur le dos bombé de la mer ne sont rien. Effectivement, quand on pense au nombre de victimes, les hommes ne pèsent pas lourd quand la Méditerranée se choque et devient toute sauvage. Donc vraiment, et là je ne compterai pas la fin, mais on peut se demander, est-ce que Soleiman et Boubacar vont s'en sortir, finir par se rencontrer. Oui, aussi, oui, bien sûr. Vous le saurez. Et comment va finir cette histoire? Est-ce que l'un va s'en tirer et l'autre pas? Mystère. Mais vraiment, il faut écouter jusqu'au bout parce que c'est un très, très, très beau roman. Absolument, absolument. C'est pas par hasard si c'est l'un de mes romans préférés. Tant il est vrai, et ça, c'est du Godet. Ça, quelle belle phrase. Godet en parle d'ailleurs. Vous avez souligné la douceur de la voix. Ça m'avait frappé. Moi aussi, je l'ai entendu récemment à la radio. Mais c'est incroyable. Il a une douceur dans la voix. On se demande, mais mon Dieu, dans un monde où le cynisme règne bien souvent, là, non, ça fait du bien d'avoir des écrivains comme ça qui sont... et voilà, il y a de l'espoir malgré tout dans cette histoire. Il y a de l'espoir. Donc, c'est pas tout n'est pas noir. Là. Non. Mais
Et même dans ces autres livres dont j'ai parlé, par exemple dans le livre Ouragan, je ne sais pas si vous l'avez lu, je veux dire, c'est catastrophique la situation là-bas, voilà, à la Nouvelle-Orléans. Et il y a cette Joséphine là qui traverse le temps et l'espoir est toujours là. C'est avec Laurent Godet, c'est voilà. Et dans Eldorado, il y a comme on pourrait dire un souffle. Oui, il y a un souffle épique. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce roman et dans d'autres de Godet, c'est que sous le couvert de la fiction, il va nous parler d'une réalité très contemporaine. Et en 2005, on commençait à avoir beaucoup de migrants à Lampedusa. Et on sait que le phénomène s'est accentué, mais il en parle d'une façon tellement belle, mais en même temps, la réalité, elle, reste très choquante. Donc, on ne peut pas oublier ce roman-là après l'avoir terminé. Moi, j'y pense encore. Écoutez, je suis tellement contente. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci de nous en avoir parlé de façon aussi élogieuse, Gérald, comme toujours. Et encore une fois, lisez ce livre à défaut de pouvoir l'écouter si vous ne le trouvez pas en audio. À bientôt, Gérald. À bientôt, au revoir. Vendredi 13 novembre 2015, douceur automnale. Ce soir pourrait avoir un air de fête. On rêve de ce que sera cette nuit qui s'ouvre. Deux amoureuses savourent l'impatience de se retrouver. Des jumelles se sont demandé où célébrer leur anniversaire. Une infirmière se promet le repos mérité. Un mari s'agace de devoir garder seule la petite. Sa femme part écouter de la musique. Partout dans Paris, on va bavarder, trinquer, rire, danser. Et du côté des forces de secours et de l'ordre, rien n'annonce l'horreur imminente que l'on retrouve dans le livre Terrasse de Laurent Godet. On se souvient tous à peu près, je pense, où on était, même si on n'est pas parisien, au soir du 13 novembre 2015. On va s'en souvenir encore un peu ici, avec Laurent Godet, qui se sera suivi tout de suite d'un extrait de Terrasse. Je pense que la voix des personnages, notamment au début du livre, est dans une sorte d'hyperconscience de ce qui va se passer, comme s'ils pressentaient. Il y a beaucoup de choses sur le pressentiment, sur les personnages vont dire « nous ne savons pas encore que ». En fait, ils disent ce qui va se passer. Et ça me permet effectivement de raconter cette chose-là. C'est-à-dire que on ne sait pas encore que s'asseoir ici, c'est mourir, et s'asseoir ici, c'est vivre. On ne sait pas encore que... on s'est éloigné parce qu'il y avait trop de monde à la terrasse, on n'avait pas envie d'être trop serré, ça nous a sauvé la vie en fait. Donc oui, ça fait partie de ce qui s'est joué, que certains appelleront le destin, que d'autres appelleront la malchance. Après, ça renvoie simplement chacun à ce qu'il croit, mais je crois qu'il y a de toute manière, quelle que soit la façon dont on appelle cette chose-là, je crois qu'il y a une espèce de sentiment très angoissant de se dire que on est dans une séquence qui s'ouvre, dans lequel on n'est plus maître de son destin. Et ça, je crois qu'on le sent. Moi, je l'ai senti dans ces moments-là. Je pense aussi à l'attentat de Charlie, où on ne savait pas encore où étaient les tueurs. Il y a une longue course-poursuite. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a duré quand même quelques jours. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, là, du coup, on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que prendre le métro, c'est prendre un risque. Sortir, aller fumer une cigarette dehors, c'est prendre un risque. Alors, on ne va pas vivre reclus et caché, mais on sent bien que quelque chose rôde, en fait. Et ça s'appelle le malheur. Sommes-nous parmi ces corps ? Ma sœur. C'est moi qui ai choisi ce restaurant. Je me réjouissais qu'il fasse si bon et que nous puissions dîner en terrasse. Je me disais que c'était un joli cadeau que Paris nous faisait. Est-ce que tu t'es reproché de m'avoir écouté ? Est-ce que tu as eu le temps de regretter d'avoir quitté Barcelone ? Ils immolent la vie, sans savoir précisément combien de morts ou de blessés ils laissent derrière eux. Peu importe. Il y en a tellement que cela suffit à les rendre fiers. Ils ont bien conscience que ce qu'ils viennent de faire, personne avant eux ne l'a fait. Pas à Paris. Pas avec une telle sauvagerie. Ils se sentent indestructibles par les armes qu'ils tiennent et la peur qu'ils inspirent. Ils ne savent pas combien de morts ils laissent derrière eux parce qu'ils sont déjà repartis. Le décompte se fera plus tard, lorsqu'eux-mêmes auront été abattus. Là, ils n'ont pas le temps. Déjà, ils remontent dans leur voiture et démarrent. C'est si facile. Descendre, crier, tuer. Brandir la mort et repartir. Alors ils poursuivent leur route, cherchent un endroit favorable. Cela doit leur paraître simple.
Ils sont au-dessus de tout, portés par une ivresse nouvelle. Tout le monde hurle face à eux, tout le monde s'écarte, rampe, court, se mettre à l'abri. Comme c'est jouissif. Sous leurs pieds, même le trottoir gémit. Toi oui, l'autre pas. À 1 seconde près, 1 centimètre près. Avoir de la chance, ou pas. Ils remontent une 2e fois dans leur voiture, partent à la recherche d'un 3e carrefour. Nous sommes les badauds, les promeneurs. Nous les voyons passer sans savoir vraiment ce qui vient d'avoir lieu. Nous les entendons pousser des cris de victoire sans pouvoir imaginer ce qu'ils ont fait. Nous ne savons pas encore que c'est la mort que nous avons croisée ce jour-là, qu'elle nous a doublés, insultés, ou pire, nous a souri avec un air fou. Ouh. Oui, c'est un livre pas facile, ni à lire, ni à entendre, mais ne vous y méprenez pas, Laurent Godet ne va pas tomber dans le sang, dans tout ça. Je veux dire, c'est écrit encore tout cela avec un respect profond pour les victimes et voilà. Et ces gens qui ont semé la mort à Paris ce 13 novembre 2015. Moi, j'ai noté ça dans l'extrait. Sous leurs pieds, aux assassins, même le trottoir gémit. Ah là là. Cher Laurent Godet, on va refermer cette parenthèse consacrée à Monsieur Godet et on va ouvrir une autre parenthèse avec des livres qui m'avaient échappé en audio. Ils sont sortis, remarquez, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense par exemple au livre qui s'appelle Chef de Gauthier Battistella. C'est lu par François Hatt. C'est sorti au mois de mars 2024. Pourquoi Paul Renoir, 62 ans, tout juste élu meilleur chef du monde par ses pairs? Pourquoi un matin, on retrouve son corps et le fusil de chasse avec lequel il a mis fin à ses jours? C'est la stupeur. Le monde de la gastronomie est en deuil. Pourquoi ce cuisinier exceptionnel a-t-il choisi d'en finir? Eh bien, c'est là toute la classe de Gauthier Battistella qui remonte le temps et qui nous raconte ce qui a bien pu arriver à Paul Renoir pour avoir envie d'en finir. Extrait de Chef, c'est paru, alors je vous le disais, en mars 2024, c'est lu par François Hatt. Je la revois penchée au-dessus du chaudron qu'elle touillait à l'aide d'une énorme cuillère de bois. Son ombre fantastique s'étirait jusqu'au plafond et rugissait des ordres à arracher les tympans. La cuisine était son antre, sa caverne. En son centre trônait la divinité tutélaire de la maison, une marmite en cuivre de 100 litres. Tout avait commencé avec ce chaudron et tout y finirait. La mère de ma grand-mère le tenait de sa propre grand-mère. Maria y cuisinait ses plats de partage, réservés aux banquets, mariages ou communions, cassoulet, bouillabaisse catalane ou son fameux pot-au-feu galicien de calamar au chorizo. Yvonne avait abandonné le chaudron pour des casseroles, plus aisées à manier, et l'infortuné récipient ne recevait plus que les produits délaissés, ceux qu'elle refusait de jeter, souvenirs des privations de la guerre peut-être, carcasses de volaille, arêtes, pain rassis, restes de viande, graisse, tomates trop mûres. Sans jamais formuler le moindre reproche, la marmite absorbait tout ce qui était susceptible de cuire. Elle était équipée à sa base d'un petit robinet. Il suffisait de l'ouvrir pour laisser s'échapper un suc sombre et sirupeux que la magie du langage et une pincée de mauvaise foi permettaient d'appeler sauce sans rougir. Un jour qu'Yvonne astiquait sa grosse bedaine à l'aide du chiffon qui pendait au fourneau, elle me demanda d'approcher et me tendit une carcasse de volaille. « Allez, va, petit !» J'avais eu beau me jucher sur la pointe des sabots, le chaudron m'était demeuré inaccessible jusqu'à ce que je me sente soulevé dans les airs. « T'inquiète pas, le chaudron attendra que tu pousses. » Je suis né à la ferme
Le 6 avril 1958, en même temps que la 5e République et la première étoile de Paul Bocuse. Pour Yvonne aussi, ce serait une année faste. D'abord, me voilà adopté dans l'instant et trimballé comme un paquet de patates sous les regards apeurés de ma pauvre mère qui nous poursuivait, bras tendus. Ensuite, ce fut l'année où le général de Gaulle décida de revenir aux affaires suite aux événements algériens. Elle avait du béguin pour le grand homme, sa démarche d'albatros, son phrasé traînant et poétique, ses permanentes résurrections. De sa vie, elle n'avait quitté les fourneaux que pour écouter son général. Ces jours-là, elle se plantait à quelques centimètres de l'énorme télévision du rez-de-chaussée. Comme elle était un peu dure d'oreille, elle augmentait le son au maximum. La voix de l'oracle au képi retentissait dans la ferme comme celle du curé à la messe. Une fois la retransmission terminée, Yvonne se levait dans un râle de déception et retournait à ses sauces. Pépé Marcel, ancien instituteur, forcément de gauche, considérait cette amourette avec perplexité. « Ton vétéran, si je le croise, je lui tire les oreilles », maugréait-il à sa pipe. L'année 1958 a aussi constitué un tournant dans la vie de l'auberge. Pour la première fois depuis sa naissance, chez Yvonne a affiché complet toute l'année. Alors, roman, oui, certes, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que le suicide de Bernard Loiseau, qui a été un chef très, très, très connu, étoilé en France, n'est pas étranger à ce bouquin. Bon, sauf que là, il s'appelle Paul Renoir, mais on le voit d'ailleurs, ce Paul Renoir aux côtés des Bocuse, Loiseau aussi d'ailleurs, ou Ducasse. Ils ont fait partie de ces chefs qui ont fait naître cette nouvelle cuisine, vous vous souvenez, dans les années 70. On en parle moins maintenant de la nouvelle cuisine parce que c'est de la vieille cuisine, mais c'est vrai que ça a été quand même un tournant dans la cuisine française et étrangère d'ailleurs. Alors, Chef, un livre à lire qui a obtenu entre autres le prix Jean Carmet en 2022, le prix de la plage et le prix Méditerranée des écrivains gastronomes en 2022 aussi. On y va maintenant pour finir avec L'Hôtel des Oiseaux, écrit par Joyce Ménard. On est avec Amélia, 27 ans, qui vient de vivre la deuxième tragédie de son existence. C'est quelqu'un qui est en reconstruction à l'étranger. C'est un livre qui a été salué par la plupart des critiques. On en écoute un extrait. L'Hôtel des Oiseaux. Peu après mon diplôme de l'école d'art, j'avais été sélectionnée pour participer à une exposition à San Francisco dans une petite galerie coopérative de Mission. Les artistes s'y relayaient et proposaient des assiettes de crackers saupoudrées de fromage en boîte quand quelqu'un entrait jeter un coup d'œil, ce qui n'arrivait pas très souvent. La plupart des œuvres de l'exposition étaient abstraites ou conceptuelles. L'une d'elles consistait en un morceau de viande posé au milieu de la pièce. Le deuxième jour, les mouches tournaient autour, et le quatrième jour, on sentait l'odeur de viande pourrie dans toute la galerie. « Je crois que tu devrais l'enlever, dis-je à son auteur quand il arriva pour distribuer à son tour les crackers. »« Pas de problème, » répondit-il. Il avait apporté un autre bout de viande, un morceau moins cher. Mon travail était accroché dans un coin. À la différence de presque tous les artistes exposant leurs œuvres dans la galerie, mes dessins au crayon étaient très réalistes, inspirés par la nature. Dessiner m'intéressait depuis que j'étais toute petite, avant même de venir habiter avec ma grand-mère, mais cela devint une obsession, probablement après la disparition de ma mère. Quand je sortais mes crayons, plus rien d'autre n'existait. Au cours des années, il m'était arrivé de passer mes journées dans les bois ou, quand c'était possible, au parc, à dessiner toutes sortes de champignons ou à soulever des branches pourries pour observer le fourmillement des insectes qu'elles cachaient et à les reproduire. Au printemps, suivant le décès de ma grand-mère, j'étais partie dans la Sierra Nevada une quinzaine de jours. J'avais marché, dormi dans ma vieille tente et rempli mon carnet de croquis, de dessins des fleurs sauvages que je trouvais. Ce carnet de croquis m'avait valu une bourse à l'école d'art. À l'époque de l'exposition à la galerie, mes dessins représentaient surtout des oiseaux.
Les croquis affichés au mur montraient une espèce de perroquet connu sous le nom de conure, qui avait élu domicile en ville. On disait que vers le milieu des années 80, 2 ou 3 conures rares et magnifiques s'étaient échappées d'un magasin d'oiseaux exotiques du sud de la Californie pour remonter vers le nord et arriver finalement à San Francisco où elles s'étaient accouplées avec un étonnant succès. Bientôt, une volée d'oiseaux de couleurs vives était perchée dans les arbres de Telegraph Hill. Dans une ville où la population d'oiseaux était majoritairement constituée de pigeons, de moineaux et de geais, on ne pouvait que remarquer le plumage rouge, bleu et jaune des perroquets de Telegraph Hill. Par la fenêtre de mon petit studio de Vallejo Street, debout avec ma tasse de café, je les regardais descendre en piqué au-dessus des marches de Filbert en direction de Coit Tower. Mes photos de ces oiseaux exotiques si inattendus dans la brume de la Bay Area, punaisés sur le mur au-dessus de ma table à dessin, devinrent le point de départ de la série de dessins que j'exposais à la galerie le jour où Lenny y entra. L'Hôtel des oiseaux, un livre comme un dessin magique lu par Annie Roman. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte les amis. Merci beaucoup à l'ami Gérald Cousineau et à mon ami et camarade Mathieu Tessier. C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine.